Le Japon est un pays extraordinaire, célèbre pour ses cerisiers en fleurs, le mont Fuji, l'anime et sa technologie de pointe. Depuis louer une petite Annie jusqu'à l'île des Latins du Japon. Voici 20 choses que l'on ne peut voir nulle part ailleurs qu'au Japon. Numéro 20. Louer une petite Annie. Si tu es un jeune homme japonais moderne, très occupé et concentré sur ta carrière, il peut apparemment être extrêmement compliqué de trouver du temps pour avoir une petite amie. Donc, évidemment, dans un pays qui a imaginé des solutions pratiques et uniques à de nombreux problèmes modernes, ils ont une réponse idiosyncratiquement japonaise. Louer une petite Annie, ou une famille, ou même un homme d'âge moyen, un faux grand-père, ou en gros n'importe quelle version d'une personne dont tu pourrais avoir besoin, c'est une chose nouvelle mais de plus en plus populaire au Japon. Ne te méprends pas, car il ne s'agit pas d'une application de rencontre ni de la plus ancienne des professions. C'est un service où la jeune femme fait semblant d'être ta petite Annie et n'est disponible que pour participer aux activités les plus saines et les plus innocentes. En tant que ta partenaire, elle agira comme ta petite amie, te prendra par la main ou partagera ton dessert et rira à toutes tes blagues, mais elle ne participera certainement pas à des activités plus intimes ni à des événements sportifs. Elle rencontrera ta mère, t'acceptera à la fête de bureau ou même ira dîner, mais elle n'est pas disponible pour répondre à tes besoins les plus intimes. Merci beaucoup, vraiment. Cependant, c'est le Japon et il y a sans aucun doute des gens qui s'occupent de t'aider avec ce genre de besoin. Alors mets tes bottes avant qu'on continue avec cette vidéo. Appuie sur le bouton d'abonnement et clique sur la cloche de notification tout de suite. Ou alors, si tu commences, elle se faufilera sur ton visage pendant que tu dors. Distributeur automatique. Numéro 19. Le Japon a des idées différentes sur les distributeurs automatiques. Pour vous et moi, un distributeur automatique est un endroit pratique pour acheter une boisson ou une collation, ou peut-être, occasionnellement, un accessoire pour adultes. Mais au Japon, les possibilités de ces distributeurs pratiques ont atteint de tout nouveaux sommets et cela devient assez étrange. Il y a environ 3,2 millions de distributeurs automatiques qui envahissent les rues et les ruelles des villes et villages japonais. C'est-à-dire une machine pour chaque 36 personnes dans le pays, ce qui équivaut à des ventes annuelles de 6,4 millions de dollars. 1 milliard, ce qui équivaut à 60 dollars par personne. C'est beaucoup d'argent qu'on peut mettre dans les distributeurs automatiques. Eh bien, l'utilisation excessive des distributeurs automatiques n'est pas sans risque. En réalité, il y a beaucoup de rapports sur des distributeurs automatiques instables qui tombent et écrasent des gens, et cela a été fatal dans au moins 2 cas, sans oublier l'accident classique de l'eau bouillantée, bien sûr, le problème éternel du produit acheté qui reste coincé. Mais ce que le Japon a réussi, c'est d'élargir les possibilités de ce système particulier de livraison aux consommateurs. Maintenant, il y a des machines qui vendent des choses utiles, comme de la nourriture, et d'autres qui vendent des produits comestibles de qualité supérieure, comme des nouilles et du riz, des hamburgers, des bananes, et même du lait. De plus, il y en a qui contiennent de l'alcool, d'autres avec des balles de golf, des vêtements, des parapluies, des piles, des fortunes, du papier toilette, des fleurs. Et, bien sûr, de la pornographie. En fait, tout l'essentiel. Numéro 18. Les jeux télévisés super bizarres. La folie des jeux télévisés japonais est légendaire dans le reste du monde. Ces programmes se déroulent sur une planète complètement différente de la plupart de ceux qui sont réalisés aux États-Unis. Même les émissions les plus audacieuses sur la consommation d'insectes et la survie en extérieur ne peuvent pas se comparer à la folie des jeux télévisés japonais. Eh bien, pour une raison quelconque, présumément pour le divertissement, ces programmes ont principalement pour but de mettre leurs concurrents dans des situations extrêmement humiliantes. Mais la grande variété de façons de leur faire vivre des choses étranges ou embarrassantes est vraiment incroyable. Ils sont conçus pour être les plus bizarres et scandaleux possibles. En gros, l'un des styles de concours les plus populaires est le batsu, punition, où les concurrents qui perdent la compétition sont soumis à une sorte de punition plus humiliante qui est souvent associée à cette forme de divertissement. Certaines des activités les plus folles des émissions populaires incluent des choses comme les escaliers glissants, où les candidats tentent de monter une volée d'escaliers impossible à atteindre.
Quelle hilarité! Ensuite, il y a le mur de boîtes infâmes, qui est un concours où les joueurs doivent simplement survivre à leurs adversaires et rester sur le mur de boîtes instables, tandis que tout ce qui les entoure essaie de les faire tomber. Un autre jeu physique populaire est le Tetris humain, qui est exactement ce qu'il semble. Non, ce n'est pas ça. Arrêtez de penser à des bêtises, les gens. Il y a aussi plein d'émissions qui tournent autour de la nourriture. L'un d'eux est celui des sucreries ou pas sucreries, où les joueurs doivent goûter des choses et déterminer si elles sont sucrées ou non. En fait, rien de tout ça n'est vraiment complexe. Les indices sont dans les noms, non. Ensuite, il y a la question de manger des choses dans des endroits étranges. Des nouilles dans une machine à laver, quelqu'un. On connaît déjà tous les standards. Les limites de la folie des concours télévisés ne sont vraiment limitées que par l'imagination des sadiques qui les créent. Et certains d'entre eux, apparemment, sont plutôt fous. Numéro 17. Passer la journée sur une île fantôme. On commence à se rendre compte que le Japon fait les choses d'une manière un peu différente, c'est sûr. Et qu'est-ce qui suit dans la liste? Eh bien, l'île japonaise de Hashima a été abandonnée dans les années 70. C'était une communauté de 5000 personnes qui s'était construite autour des mines, qui était alors le but de l'endroit. Depuis que cette industrie a disparu de l'île, elle a trouvé un nouveau but, mettre les randonneurs sur les nerfs. C'est ça, il s'agit d'une île fantôme qui attire des bateaux de tourisme remplis de visiteurs en quête de sensations troublantes. Beaucoup des structures de l'île sont dans un état de délabrement avancé et risquent de s'effondrer, donc les jours d'exploration indépendante et effrayante sont derrière nous. Si tu veux visiter les lieux en ruine de Hashima, tu dois faire une visite guidée, qui ne t'a probablement pas révélé certains des aspects les plus terrifiants de l'aventure, même si ça ressemble toujours à un décor d'apocalypse zombie. Donc ça dépend vraiment de la fertilité de ton imagination. Marcher parmi un groupe de personnes âgées avec des chapeaux de paille peut être juste un point d'intimidation. Tant que tu ne rates pas le bateau de retour qui fait la traversée. Numéro 16. Des pastèques carrées. Eh bien, j'adore la pastèque, mais je me suis souvent demandé, et je suis sûr que toi aussi, pourquoi ces fruits ne viennent qu'en forme ronde et ennuyeuse. Sans aucun doute, il est temps de rendre un fruit plus amusant. Pourquoi ne pas lui donner une forme plus intéressante pour commencer? Eh bien, évidemment, le Japon est déjà à la pointe de la révolution des formats de fruits et ils prennent ça très au sérieux. En fait, les fruits en général sont un véritable business au Japon. Il existe un système de classification qui implique que les fruits de la plus haute qualité et aux formes les plus parfaites peuvent atteindre des prix extraordinairement élevés et sont souvent offerts comme des cadeaux spéciaux qui représentent un geste profondément significatif et respectueux. Et voilà. Pour pousser cette vénération pour le fruit à un niveau supérieur, les agriculteurs japonais ont trouvé un moyen de produire des pastèques carrées, ainsi que d'autres formes mignonnes, comme des cœurs et des triangles. À l'origine, l'idée derrière la pastèque carrée était de rendre cet étrange fruit plus facile à gérer, vous savez, pour qu'il rentre mieux dans le réfrigérateur et soit coupé en morceaux plus nets. Cependant, à mesure que l'attrait de cette forme est devenu évident, ceux qui ont la passion de jouer avec les fruits ont trouvé des moyens de plus en plus élégants d'organiser le panier de fruits. De nos jours, une pastèque carrée parfaitement formée peut coûter jusqu'à 160 yens. Numéro 15. Glace qu'il ne faut pas. Vous préférez que votre alimentation contienne autant d'additifs et d'éléments imprononçables que possible. Alors ça, c'est celui qu'il te faut. La crème glacée est traditionnellement fabriquée à partir d'ingrédients assez simples, comme de la crème, du sucre, etc. Mais c'est un peu ennuyeux, non? Je veux dire, pourquoi ne pas ajouter quelques éléments en plus pour obtenir cette caractéristique complètement inutile et totalement absurde, comme le fait qu'elle ne fonde pas, au lieu de simplement rester avec la technique éprouvée de la garder congelée et de la manger avant qu'elle ne se liquéfie. La magie vient de l'ajout du délicieux liquide polyphénolique, qui solidifie la crème laitière au contact, rendant difficile la séparation des éléments eau et huile des aliments, ce qui conserve la forme de la crème plus longtemps et l'empêche de fondre. Donc, si vous avez tendance à oublier votre glace ou à perdre du temps en la mangeant, vous pouvez prendre votre temps et la glace ne fondra pas. Je veux dire, c'est exactement ce que nous attendions tous, non?
Je suis vraiment content que la science s'occupe de toutes ces choses importantes, tu sais. Numéro 14. La culture, kawaii, au Japon. La culture de la tendresse est à un niveau complètement différent de celui de n'importe quel autre endroit sur la planète. Kawaii est le mot japonais pour la tendresse et a donné naissance à une multitude de personnages, de dessins animés, de jouets, de vêtements, de fournitures de bureau, de produits et même de styles de vie, qui frôlent les frontières entre un état d'enfance permanent et l'étrangeté inconfortable des adultes qui apprécient les sacs à dos Hello Kitty. La culture kawaii est un phénomène exclusivement japonais qui a récemment commencé à être exporté, en petite partie, aux adultes, dans d'autres pays du monde occidental. Cependant, de nombreux aspects du kawaii sont poussés à l'extrême au Japon, là où les Américains pourraient trouver, par exemple, les personnages de Nintendo adorables. Au Japon, il existe toute une sous-culture où les gens s'habillent comme eux-mêmes, et pas seulement pour Halloween. C'est un style de vie. Cela comprend des tenues, des coiffures et des accessoires, mais cela nécessite aussi des gestes enfantins et trop ringards. Ces personnes deviennent des personnages. Un autre aspect du kawaii qui s'infiltre dans la vie quotidienne, c'est celui des mascottes. Chaque région du Japon semble avoir sa propre mascotte, généralement un personnage mignon, mais parfois un peu effrayant, qui est censé représenter cet endroit. Évidemment, cela simplifie la vente de souvenirs, mais ça va au-delà du marketing et semble dire quelque chose sur l'attitude unique des Japonais envers la culture de la tendresse. Partout où tu regardes, il y a des personnages mignons et des styles kawaii. De la culture des cafés à la publicité des stars de la pop et à l'art, la culture kawaii est partout, comme une éruption cutanée contagieuse et désagréable. Numéro 13. L'île des lapins du Japon. Un bon exemple de cela est l'étrange et adorable obsession du Japon pour le kawaii. L'île d'Okinoshima se trouve dans la mer intérieure du Japon. Et c'est le foyer d'une population de milliers de lapins sauvages. En réalité, les lapins sont protégés par la loi, les chats et les chiens sont interdits, et ces adorables boules de poils sont laissées à elles-mêmes, ce qui, comme tu le sais sûrement, consiste à se reproduire comme des lapins. Mais malgré le fait qu'il s'agisse, en essence, d'une orgie perpétuelle de lapins, c'est tout de même un endroit extrêmement populaire parmi les touristes. Une des activités préférées des visiteurs est de se lier d'amitié avec les lapins et de s'allonger par terre pendant que les animaux sautent sur toi. Je suppose que c'est mignon, mais la grande quantité de petits lapins est suffisante pour me faire réfléchir. Il y a quelque chose de film d'horreur là-dedans, même si ça a l'air mignon au début. Des milliers de petits lapins qui se faufilent sur tout ton corps. Non, il n'y a rien de bizarre. Mais je parle des cobayes d'un autre côté. Où je laisserai mon cobaye de compagnie se faufiler sur moi n'importe quel jour. Numéro 12. Forêt de bambou d'Arashiyama. Si tu peux éviter de te faire piquer l'œil avec un bâton de selfie, cette destination touristique populaire promet une expérience unique, même si tu dois la partager avec des milliers d'autres visiteurs. Située près de Kyoto, la forêt de bambou d'Arashiyama est un endroit inhabituel. La forêt de bambou est un paysage purement décoratif et n'est pas conçue pour être utilisée à d'autres fins que pour poser pour des photos et s'émerveiller devant le spectacle de sauts et de pousses de bambou quelque peu effrayantes. Sans aucun doute, il y a 1 million de publications sur Instagram qui montrent cet environnement soi-disant unique. Cependant, ça a l'air joli, surtout quand tout est illuminé la nuit ou quand les foules se sont dispersées pendant un bref moment. Numéro 11. Hôtel capsule numéro. Si jamais tu t'es demandé à quoi ça ressemblerait de se réveiller dans une morgue, alors l'hôtel capsule pourrait être l'expérience que tu attendais. Dans les espaces de plus en plus réduits de la ville japonaise, l'hôtel capsule a poussé la taille limitée à l'extrême de ce qui est vraiment tolérable. Bien sûr, dormir dans un cubicule de 2x13x90 et un x1x 20 cm est légèrement plus grand que dormir dans un cercueil, mais juste un peu. Et quand la chambre d'hôtel moyenne à Tokyo peut coûter la coquette somme de $200 la nuit, le prix de $25 pour dormir dans un étrange couloir de casier peut t'aider à atténuer un peu la sensation d'être dans un cercueil. Numéro 10. Parc côtier de Hitachi. Avec ses paysages extraordinaires, on dirait qu'il vient d'une planète de Star Trek ou même de l'imagination de Tim Burton.
Avec vue sur l'océan Pacifique, le parc côtier de Hitachi est une destination touristique japonaise très populaire et totalement unique. Avec plus de 3,5 millions de visiteurs. Espace. La plantation tout au long de l'année est visuellement impressionnante, avec littéralement des millions de fleurs aux couleurs vives qui fleurissent à tout moment. Il est plus célèbre pour la saison où ses expositions de fleurs bleues de Nemophila créent des scènes impressionnantes. Avec plus de 4 ou 5 millions de ces choses dans le parc, en plus de ses expositions spectaculaires et complètement gigantesques, cet endroit a tout ce que vous attendez probablement d'une attraction touristique en plein air. Vous savez, tous les jardins habituels, des activités amusantes et saines. Mais nous vous garantissons également que vous obtiendrez des photos étranges pour votre grille Instagram. Et c'est le principal objectif de tout ça après tout, non. Numéro 9. Sumo. Le sport national du Japon. Le sumo est une ancienne tradition qui a été créée comme une performance destinée à divertir les divinités shintoïstes. Cette forme de lutte honore encore de nombreux rituels religieux qui faisaient partie des traditions originales du sumo. Ce sport est encore pratiqué uniquement par les hommes, comme c'était apparemment toujours le cas autrefois. Il a des règles simples. Il y a 2 concurrents connus sous le nom de rikishi. Ils se battent sur le ring et le premier à quitter le ring ou à avoir une partie de son corps autre que la plante de ses pieds touchant le sol de quelque façon que ce soit devient le perdant. Super simple, mais complètement différent de tout autre combat sur la planète. La taille des lutteurs de sumo combinée à leur tenue traditionnelle fait du sumo tout un spectacle. Contrairement à d'autres sports de combat, il n'y a pas de limite de poids ni de catégorie, il est donc tout à fait possible que des combattants de tailles totalement différentes s'affrontent. Mais être plus grand est presque toujours un avantage dans ce sport. En fait, l'art de prendre du poids fait partie intégrante de l'entraînement d'un lutteur de sumo. Être grand, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. Les rikishi consomment régulièrement 7000 calories par jour et pèsent souvent jusqu'à 180 kg. Numéro 8. Café japonais pour se calmer. Nous voici avec une autre des solutions inhabituelles du Japon pour les éléments solitaires et extrêmement occupés de sa société, le café kala. Est-ce que c'est effrayant? Je ne suis pas exactement sûr de l'endroit où se trace la ligne. Il se peut qu'il soit quelque part par ici, ou peut-être dans la question sur la location de petites amies. Mais jetons un coup d'œil et discutons dans les commentaires ci-dessous. Apparemment, le problème de la société japonaise est que rencontrer des gens et avoir des rendez-vous est devenu de plus en plus difficile pour les travailleurs qui ont de longues heures de travail et un mode de vie axé sur la carrière. Alors, que font ces hommes d'affaires à la fin d'une longue journée au bureau quand tout ce qu'ils veulent, c'est un petit câlin et un bisou? Eh bien, apparemment, ils peuvent aller dans un café pour se câliner. Et maintenant, quoi? Tu te demandes, n'est-ce pas? C'est ça, un café des câlins. C'est le nom euphémistique donné aux établissements qui apparaissent dans toutes les villes japonaises, où de jeunes femmes sont disponibles pour donner un petit câlin ou tenir la main des hommes tristes et solitaires après une longue et dure journée. Donc, pour un tarif, tu peux recevoir ce câlin, ou que quelqu'un s'assied et te regarde, ou même simplement reposer ta tête fatiguée de businessman sur les genoux de cette jeune fille. Tout est plutôt normal. Il n'y a rien à voir ici. Mais il faut se demander comment il est possible que le travail ait volé tant de vie aux gens pour que cette situation soit une réalité. En réalité, c'est très déprimant, pour être honnête. Numéro 7. Les toilettes high-tech. Les toilettes de luxe du Japon sont assez célèbres dans le monde entier. Les toilettes high-tech. Ils sont courants au Japon depuis de nombreuses années et se trouvent maintenant plus fréquemment que les vieux et ennuyeux toilettes traditionnelles avec plein de boutons et de caractéristiques tapac sans grave l'œil. Les toilettes super puissantes sont bien plus qu'un simple réceptacle pour déchets corporels. Ces appareils offrent plus de services qu'un lave-auto de luxe. Même les modèles de base offrent à l'utilisateur une variété de plaisirs merveilleux, comme le nettoyage anal, le lavage avec bidet. La désodorisation et le chauffage de siège absolument essentiels. Pour moi, c'est un véritable mystère comment le monde a pu survivre sans ces éléments de base.
Nous avons vécu comme des animaux et il est grand temps d'arrêter de garer notre derrière à droite et à gauche. Sans un système de lavage à contre-courant approprié, sans parler d'un vieil urinoir froid, le grand nombre de boutons et d'options peut dérouter le cerveau de base. Alors, avant d'essayer des toilettes technologiques, assurez-vous de libérer votre emploi du temps, sinon vous n'aurez tout simplement pas le temps d'explorer toutes les merveilles des multiples options de chasse d'eau en fonction du type spécifique de chasse d'eau que vous avez effectué. Ou que dirais-tu des sélections de bidets intégrés avec des options de titres inspirants de fonctions oscillantes, puissantes et douces pour les fesses? Vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans. Numéro 6. Un bar de nuit ramen. Aller aux toilettes traditionnelles est quelque chose de très courant au Japon, mais ce n'est pas 100% exclusif au Japon. Après tout, il y a des toilettes partout dans le monde. Mais ce qui est unique et peut-être intensément fou, qui peut vraiment dire quel type de traitement de bain est proposé dans un certain spa au Japon. Ça, ce serait le bar de nuit ramen. C'est ça. Un bon bain dans un bouillon à base de porc avec des ramen. Pas tant comme une façon de combiner le dîner et l'heure du bain. Bien que ce soit ce que je fais. Apparemment, il s'agit de donner à la peau cet éclat spécial. Les spécialistes des spas affirment que ce mélange en particulier apporte à la peau un coup de pouce en collagène, ce qui lui donne son volume. On dit que cela s'obtient grâce au bouillon de porc. Et tu le sais parce que, bien sûr, c'est comme ça. Et si ça ne te dit rien, essaie un bar de thé vert ou même un bar de saké. Bien que, qui peut vraiment dire quels effets cela peut avoir de s'asseoir dans un tonneau d'alcool? Numéro 5. Les Japonais adorent le KitKat. Les KitKat avec 300 saveurs sont pas mal, je suppose. Je veux dire, j'en ai mangé un avant de commencer à enregistrer ça. Ces barres de gaufrettes enrobées de chocolat sont un classique dans les cartables de nombreux endroits. En fait, ils sont produits dans 16 pays différents à travers le monde. Mais au Japon, ce sont bien plus qu'une simple barre de chocolat standard. Au Japon, on ne fait pas que les KitKat traditionnels. Pourquoi manger un ennuyeux KitKat au chocolat quand on peut choisir parmi pas moins de 300 saveurs? Le nom KitKat est coïncidentellement similaire au japonais Kitokatsu, qui signifie bonne chance ou victoire assurée. Ainsi, la barre de biscuits a été imprégnée d'une sorte de propriété magique ou de divination qui peuvent ou non faire partie du répertoire de talents des bonbons. En raison de ce nom accidentel, le modeste KitKat est souvent offert comme un cadeau de bonne chance pendant la période des examens au Japon. Les saveurs disponibles au Japon peuvent laisser un peu à désirer. À moins bien sûr que vous ayez l'idée d'un KitKat parfumé à la sauce soja ou au thé vert. Et pourquoi ne le serais-tu pas? Si tu n'es pas si aventurier, il existe des délices comme la crème brûlée, le ginger ale et la fleur de cerisier. Mais, ça se marie bien avec une bonne tasse de thé de la maison. C'est la seule question qui compte, sauf s'ils en ont un au goût de haricots verts. Parce que tu sais que ce sont les. Numéro 4. Les favoris de Twinkle. KFC est une tradition de Noël au Japon. C'est vrai que chaque endroit a ses propres traditions. Et même si la plupart d'entre elles se transmettent de génération en génération, il y a certaines traditions qui ont été inventées par des vendeurs et transmises à des personnes sans méfiance jusqu'à ce qu'elles les adoptent comme les leurs. Au Japon, un pays si ancien et rempli de coutumes et de traditions propres, il peut être surprenant de découvrir que cette particularité a été inventée par un vendeur en 1974. Le Japon ne célèbre pas vraiment Noël dans son ensemble, mais l'histoire de cette étonnante tradition remonte au début des années 70. Quand le gérant du premier restaurant KFC du Japon a commencé à élaborer l'idée avec un petit mensonge pieux. Apparemment, il a dit aux gens que manger du KFC était une tradition de Noël américaine. Ça peut sembler un peu étrange, mais comme la dinde est pratiquement inexistante au Japon et qu'il y avait très peu d'options qui ressemblent même de loin à la nourriture de Noël classique, les gens ont commencé à accepter l'idée. Il n'a pas fallu longtemps pour que manger du poulet frit du Kentucky devienne la norme dans de nombreux endroits au Japon le 25 décembre. Et maintenant, presque 50 ans plus tard, c'est une tradition à part entière. Environ 3,6 millions de Japonais mangent du KFC à Noël chaque année. Et c'est un processus assez compliqué, car les commandes se passent jusqu'à 6 semaines avant le grand jour,
et les gens font la queue à la porte pour recevoir leur dîner de Noël traditionnel le jour même. Numéro 3. Madame. C'est sûr qu'il contient quelques ingrédients étranges et merveilleux qui sont plus ou moins inédits dans les plats de nombreuses diètes occidentales. En fait, il y a tellement d'éléments surprenants que l'on mange régulièrement au Japon qu'il est difficile de choisir sur lesquels se concentrer. Mais il y en a certains qui sont vraiment uniques dans ce pays et qui font exploser les papilles gustatives avec des saveurs alternatives. Là deux, ce sont les yeux de thon. Oui, les yeux de thon se mangent régulièrement au Japon. Le Japon, et avec grand plaisir aussi. Aussi connus sous le nom de medima, les yeux de thon sont consommés avec la croyance qu'en le faisant, tu deviendras plus intelligent. Il y a peut-être un fond de vérité dans cette idée. Étant donné que l'étude sur l'huile de poisson oméga 3 a montré un lien entre la santé du cerveau et la consommation de poissons riches en acides gras dans le cadre d'une alimentation saine, cela a du sens. Mais s'il existe une concentration particulière de propriétés stimulantes pour le cerveau dans ces gros yeux de poisson, cela semble peu probable. Pour être honnête, si tu as envie d'essayer l'œil de thon, en général, il se prépare en le voyant. Oui, voilà une belle image. Numéro 2. Festival Nakizumo des bébés qui pleurent. Eh bien, voici quelque chose d'unique et de super étrange qu'on ne peut voir nulle part ailleurs. Mais au Japon, c'est vrai. Le festival Nakizumo des bébés qui pleurent est une tradition qui, curieusement, remonte à des siècles. Les parents confient leurs bébés à des lutteurs de sumo, qui s'efforcent de les faire pleurer. Oui, c'est le but de tout l'événement. C'est pour faire pleurer les bébés dans les bras d'hommes très gros. Plus il y en a, mieux c'est. Et plus c'est fort et percutant, mieux c'est pour tout le monde. Apparemment, ce festival a lieu chaque année dans un temple de Tokyo, où il y a une scène où les lutteurs de sumo effectuent la cérémonie de torture du bébé. L'idée générale derrière cet engouement apparent est que les gens croient depuis longtemps que les cris et les hurlements des bébés effrayeront tous les démons qui pourraient se cacher à proximité. Oh! Et le bébé qui hurle le plus fort est également assuré d'une vie longue et saine. Peut-être une vie au cours de laquelle il fera un cauchemar récurrent où il sera harcelé par des hommes énormes portant des sous-vêtements particuliers. Numéro 1. La plupart des rues au Japon n'ont pas de nom. Pour être honnête, le Japon semble être un endroit assez déroutant. C'est un pays où ils font pleurer les bébés et torturent les gens à la télé pour le plaisir, donc ça me ressemble en rien à n'importe quel autre endroit dans le monde. Quoi qu'il en soit, une visite dans cet endroit fascinant mais étrange va te donner une bonne dose de choc culturel. Cependant, en plus de se sentir déconcerté par l'étrangeté générale de la situation, on peut aussi se sentir assez perdu. Contrairement au monde occidental, le Japon n'utilise pas de nom de rue pour différencier les lieux. Ils utilisent un système de numérotation de blocs et laissent les rues sans nom. En gros, cela signifie que pour localiser un endroit, vous devez savoir dans quel bloc il se trouve, plutôt que dans quelle rue il se trouve. Ce n'est peut-être pas trop complexe, mais c'est un système qui risque d'ajouter au sentiment général de confusion. C'est mon premier voyage au Japon, un pays merveilleux et unique. Alors, garde une carte à portée de main, tu vas sûrement en avoir besoin, et prépare-toi à plonger dans l'étrangeté. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais moi, je me sens inspiré à réserver un voyage au Japon et à voir certaines de ces choses étranges et fascinantes par moi-même. Je me demande ce qu'il y a d'autre à découvrir. Tu es déjà allé au Japon. Quelles expériences extraordinaires et uniques as-tu vécues? Raconte-moi tout dans les commentaires ci-dessous. De plus, n'oublie pas de jeter un œil aux autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran. À la prochaine fois.